Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence inaugurale du semestre d'automne du domaine d'études Concevoir et construire l'architecture. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les deux architectes associés, Bruno Gaudin et Virginie Brégal, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. En septembre 2022, ils ont livré la deuxième et dernière phase d'un projet très important qui les a occupés pendant les 15 dernières années. Ce projet porte sur la restructuration et la rénovation d'un site prestigieux, d'un lieu de mémoire, d'un monument de l'histoire de France et de l'histoire de l'architecture, le fameux quadrilatère Richelieu, site originel de la Bibliothèque nationale, sur un grand îlot régulier d'environ 90 mètres par 170 mètres au cœur du second arrondissement de Paris, entre les rues Richelieu, Vivienne, Colbert et des Petits Champs. Alors, il est très rare dans la carrière d'un architecte de recevoir une commande aussi ample, aussi complexe, une commande qui sollicite autant ses compétences techniques et esthétiques, culturelles et organisationnelles que cette mission confiée à Bruno Gaudin et Virginie Brégal en juillet 2007. Requalifier le quadrilatère Richelieu, c'est en effet se mesurer à une cohorte d'architectes célèbres ou méconnus qui ont contribué à façonner ce site au fil des 3 derniers siècles, de Le Muet à Labrouste, en passant par Mansart, Visconti ou même Rouge-Spitz. C'est aussi se confronter à l'historicité d'un ensemble architectural composite qui n'a cessé de se transformer pour abriter des fonctions aussi diverses que l'habitation aristocratique dans les premiers hôtels particuliers construits au XVIe et XVIIe siècle, la Bourse des valeurs ou la Compagnie des Indes orientales au XVIIIe siècle, et bien sûr la Bibliothèque royale qui deviendra, après la Révolution, la Bibliothèque nationale. Ce site a en effet accompagné les mutations majeures de ce programme par nature en expansion, la bibliothèque, depuis le simple cabinet aristocratique jusqu'à l'institution publique et républicaine qu'elle est devenue. À plusieurs moments de son histoire, le quadrilatère Richelieu a fait l'objet de grands projets qui ont recomposé des éléments déjà construits en un tout cohérent. C'est par exemple l'aménagement du palais Mazarin à la fin du XVIIe siècle, avec notamment l'aménagement de la très belle galerie décorée par Mansart, où a été installée la Bibliothèque royale en 1721-1722. C'est aussi le projet très connu, mais avorté, d'Étienne-Louis Boullé, de couvrir d'une grande voûte la cour de l'hôtel de Nevers pour y abriter la Bibliothèque royale. C'est encore le projet d'Henri Labrouste, réalisé à la fin des années 1860, et qui donnait une forme architecturale spécifique au programme de bibliothèque impériale, qui deviendra la Bibliothèque nationale, en logeant notamment la grande salle de lecture dans la cour de l'hôtel de Nevers. Et puis c'est encore le projet non moins ambitieux de Michel Rouge-Spitz, réalisé dans les années 1930-1950, avec ses vertigineuses surélévations pour offrir toujours plus de places de stockage à la Bibliothèque nationale et pour la transformer en une grande machine moderne de lecture. Au fil de ces interventions successives, le quadrilatère Richelieu s'est extraordinairement densifié, voire saturé. Et depuis l'intervention de Rouge-Spitz, aucune réflexion d'ensemble n'avait été menée. Et sur près de 70 mètres carrés de surface, les locaux, parfois vétustes, mal éclairés et mal distribués, souvent réaménagés sans vision globale, nécessitaient un grand travail de clarification en termes de fonctionnement, de circulation, mais aussi un grand travail de décloisonnement et de mise en relation des différentes entités programmatiques entre elles. Face à ces défis, une des grandes qualités du projet de Bruno Gaudin et de Virginie Brégal tient à la méthodologie systématique qu'ils se sont donnés pour prendre en charge ce site, pour appréhender ses problèmes et pour révéler ses potentialités. Pour décrire ce travail d'analyse thématique très, très fine qu'ils ont mené, ils parlent même de cartographie, comme on dresserait la carte d'un territoire inconnu pour en prendre la mesure. Cette cartographie a d'abord pris la forme d'une analyse, je dirais, archéologique des différentes strates historiques qui se sont accumulées sur ce site. Cette anatomie historique a permis aux architectes d'établir un relevé clair de cet ensemble composite
et de la collection très hétéroclite de pièces juxtaposées qui le constituent, de tous ces éléments d'époque et de styles différents qui coexistent et vis-à-vis desquels les architectes ont eu l'intelligence de porter une égale attention. Il en ressort de ce travail d'anatomie historique, d'abord une typologie systématique des espaces principaux, comme les salles de lecture, les magasins de livres, mais aussi les espaces secondaires, tous les locaux de travail, les locaux techniques, les circulations horizontales et verticales. Il en ressort également un diagnostic clair de l'état général des espaces, du clos, du couvert, de tout cet ensemble, y compris des parties patrimoniales, à la fois les parties classées monuments historiques, comme les galeries Mansart et la galerie Mazarine, et la salle Labrouste, mais aussi toutes les parties que les architectes ont jugées comme telles, et qui ne sont pas classées. Notamment les magasins de livres de Labrouste, qui ne devaient pas être conservés au départ, et que les architectes ont révélé la grande valeur patrimoniale. Cette minutieuse cartographie de l'existant a été croisée avec une cartographie tout aussi minutieuse des programmes qui se partagent le site. Non seulement les 6 départements de la BNF, tous ceux qui n'ont pas déménagé dans le nouveau bâtiment de Dominique Perrault à Tolbiac, à savoir le département des estampes et des photographies, le département cartes et plans, le département monnaies et médailles, les manuscrits, la musique, les arts du spectacle. Ces 6 départements cumulant une collection d'environ 20 millions de pièces, mais aussi 2 autres bibliothèques de recherche, celle de l'Institut national d'histoire de l'art et celle de l'École des Chartes. Donc un organigramme complexe qu'il s'agit de redistribuer dans l'enchevêtrement des locaux existants. Et c'est donc cette cartographie que nous présente maintenant Virginie Brégal. On commence les cartographies. Donc là, cette cartographie-là représente l'implantation par niveau de l'ensemble des départements de la BNF, que ce soit des bureaux, des magasins, des locaux techniques, des locaux accessibles au public ou pas, etc. Ou les salles de lecture encore. Donc là, on voit bien que, y a beaucoup de niveaux, il y en a 14. Et on voit bien que la lecture est assez compliquée. On ne peut pas arriver à avoir une vision synthétique avec ça. Donc, à partir de ces cartographies, on a commencé à travailler. Et puis là, on s'est dit, il faut réduire le champ. Le champ pour qu'on arrive à avoir une vision plus précise. Et alors là, voilà, là on s'est mis plutôt par fonctionnalité. Donc là on a les espaces de travail, les magasins, les salles de lecture et puis les espaces accessibles au public. Et tout de suite, on y voit beaucoup plus clair, on voit ressortir des choses qui sont beaucoup plus évidentes. Là on reconnaît que ce sont là par exemple des étages de bureaux, qu'ici ce sont des étages de magasins. Voilà, donc c'est trouver, alors ça s'est pas fait tout de suite, on a tâtonné pendant un moment pour essayer d'arriver à voir comment avoir toujours une vision d'ensemble. Et ces types d'outils, on les a eus jusqu'au dossier de consultation des entreprises. On a utilisé ces outils avec les entreprises pour eux-mêmes arriver à leur transmettre cette vision globale. Donc on disait que c'était un site assez dense. Alors là, vous voyez, le plan à gauche, c'est le plan après Rouge-Spitz. Après la densification de Rouge-Spitz, qui a repris toute la partie finalement, qui a repris toute cette partie-là en particulier, donc toute la zone le long de Richelieu qui constituera la phase 1 pour nous. Et puis là, on aperçoit la densification de Rouge-Spitz. Donc on voit bien que tout est hyper saturé, de magasins absolument partout. Ils ne savaient plus comment faire pour ranger les bouquins. Quand on est arrivé, les gens travaillaient dans les couloirs. C'était dingue. Donc, donc ça, une petite cartographie aussi pour dire, maintenant, il va falloir faire des choix, il va falloir casser des planchers, reconstruire d'autres planchers. Donc là, typiquement, c'est une cartographie qui représente les planchers qu'on va démolir pour parfois les reconstruire, parfois pas.
Voilà, c'est dire que quand même, l'air de rien, aujourd'hui, quand on se promène, on a du mal à croire qu'il y a eu autant de planchers démolis. Et voilà, et ça, ce sont les planchers reconstruits. Et tout ça se fait en cohérence, évidemment, avec les cartographies précédentes que vous avez vues, qui permettent d'avoir une lecture en continu, en fait, des différents sujets. On fait des allers-retours. Et puis là, là, évidemment, ça c'est pour les magasins. Ça c'est tous les magasins sur le site. C'est quasiment 50% de la surface du site, hein, donc il y en a quand même énormément. Et donc il y avait des magasins, c'est pareil, des typologies de magasins, des magasins du 19e, bois métal, en double hauteur, simple hauteur, des magasins rouge pits du 20e, des magasins, enfin bon, il y avait des typologies de magasins incroyables. Hein, et donc là c'est pareil, on les a sélectionnés, on a fait des typologies et puis on a choisi ceux qu'on allait conserver ou pas, etc. Voilà. Donc là, on se replonge un peu dans l'histoire, hein, pour comprendre. C'est vraiment une suite d'allers-retours entre ce qu'est le site, son histoire, comment il est composé. On travaille vraiment à toutes les échelles en permanence pour essayer toujours d'avoir une vision, de raisonner globalement sur le site. Toutes ces cartographies que vous avez vues, en fait, elles disent à la fois l'effort qu'on a essayé de faire tout au long des études pour essayer de saisir la globalité du sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet particulièrement complexe, donc il faut essayer physiquement d'arriver à rassembler les questions dans des dessins, finalement, qui arrivent à finalement saisir la globalité du sujet. Donc ce travail un peu thématique sur les cartes, c'est comme un travail de répertoire de cartes, on pourrait dire presque comme on travaillerait à l'IGN, où finalement on essayerait par couche, on analyserait la topographie, la végétation, les constructions, les réseaux, les voiries, etc. On peut dire qu'on a essayé d'appréhender finalement ce territoire un peu de la même manière que le ferait un géographe, pour essayer sur une seule page finalement d'avoir une lecture d'ensemble de ces 15 plans de niveau. Mais malgré tout, bien qu'on ait fait cet effort considérable pour essayer de résumer finalement les questions, de les synthétiser le plus possible, finalement ça ne suffisait pas. Et donc on a essayé de comprendre finalement pourquoi cette complexité. On a essayé de comprendre pourquoi ces formes, pourquoi cet univers si complexe à pénétrer, pourquoi ce labyrinthe. Et pour cela, on s'est retourné donc vers les archives de la bibliothèque, qui sont évidemment une source très intéressante parce qu'ils ont préservé les archives des différents architectes qui sont intervenus sur le site. Alors, au passage, ces archives étaient d'ailleurs pas toutes classées, donc pendant qu'on faisait ce travail de cartographie historique du site, il y a eu des chercheurs qui finalement nous ont aussi accompagnés et suivis à la BNF, qui ont eu une mission, notamment il y en a un, Marc Lecoeur, qui a eu une mission pour classer le fonds Labrouste qui n'était pas classé. Donc en même temps que lui faisait l'inventaire du fonds Labrouste et donc des différentes étapes du projet Labrouste, on montrera un ou deux dessins, on faisait nous-mêmes cette espèce d'inventaire un peu de l'histoire du site. Donc en allant un peu rechercher dans les différents fonds de la bibliothèque. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, quand on commence une étude de ce type, en réalité, il y a déjà une étude documentaire qui a été faite par les ACMH, en général, qu'on appelle un dossier, une étude patrimoniale, effectivement. Mais cette étude patrimoniale, elle est faite en général plutôt par architecte, voire par pièce. Et donc, c'est un grand inventaire qui essaye de recenser pièce par pièce quels sont les éléments significatifs du patrimoine qu'il faut préserver. Document qui nous est transmis et à partir duquel on doit évidemment discuter, voire effectivement appliquer certaines des éléments du cadre patrimonial qui nous est donné. Mais c'est vrai que ce cadre est lui-même à nouveau très fragmentaire, donc on a fait ce travail de cartographie et là on vous montre des extraits où on a cherché à montrer à la même échelle effectivement l'ensemble du site et ses évolutions. Vous avez à gauche, je crois que c'est le plan Turgot, il me semble, si je me souviens bien, où on voyait les premiers éléments du site avec le palais Mazarin et puis les écuries du palais Mazarin qui sont le long de la rue de Richelieu. Ensuite, vous avez une deuxième grande étape qui est en fait vers le milieu du 19e siècle,
où ce plan reste figé pendant pas mal d'années. Finalement, pendant pratiquement un siècle, le site ne bouge pas. Et vous voyez qu'en fait, il est fabriqué par, on peut dire, 3 grandes cours, puis une constellation de petites pièces commandées. Hein. Vous voyez, si on dit quel type de bâtiment on a à faire, vous voyez, c'est des galeries. C'est une série de galeries avec des pièces commandées. Donc finalement, on passe d'une pièce à l'autre pour aller en enfilade, notamment, vous voyez très bien, le long de la rue de Richelieu. Très bien. Et puis en fait, vous reconnaissez des figures aussi classiques des hôtels particuliers à la française, là, avec l'hôtel Tubeuf, tout en haut à droite, le porche, la cour, le corps de bâtiment central, le jardin et puis le fond de perspective avec un bâtiment placard au fond. Donc on reconnaît bien des figures qui sont un peu dos à dos, finalement en quelque sorte, qui ont été constituées par étapes successives et qui vont être restées figées pendant pratiquement un siècle avant que Labrouste soit nommé. Donc c'est l'image qui est à gauche et qui lui conserve une partie du site. Donc il négocie, on peut dire, avec le site et avec sa géométrie et son histoire, dans la mesure où il conserve l'hôtel Tubeuf, conserve la galerie Mazarine, conserve une partie de la grande cour qui est sur la rue de Richelieu, et puis par contre démolit une série de 3 hôtels particuliers qui sont à l'angle tout à fait à droite, entre Petit Champ et Richelieu, pour construire sa grande séquence spatiale, la fameuse finalement salle Labrousse qui est placée au centre du dispositif, mais vous voyez un enchaînement avec cour, vestibule, grande salle, puis magasin à l'arrière. Donc où il vient installer une figure majeure dans le site, extrêmement axiale et très, très identifiable, mais dans une constellation de pièces qui elle-même reste, et de dispositions architecturales qui elle-même reste en place. Donc c'est un travail assez savant qu'on reconnaît là, où il compose à la fois une figure unitaire et en même temps avec ce qui le précède. Et puis, plus on avance dans le site, et puis vous avez la dernière image à droite, effectivement, qui est l'étape finalement des années 30 où on densifie. Et on voit assez bien que par contre, la figure d'ensemble se brouille un peu par effet de densification. On a racheté les dernières parcelles, on construit la salle ovale, et puis il y a un effet un peu de densification. Ce qu'on a mis là-dedans en ocre un peu rouge, là, c'est l'identification du système distributif, on y reviendra plus tard, tel qu'il est à ce moment-là. Juste une chose, tout à l'heure Bruno parlait du dossier patrimonial. Il faut savoir que ce dossier patrimonial, c'était vraiment du pièce à pièce, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait aucun plan, c'était assez étonnant. Donc de là, cette recherche documentaire qu'on a faite, parce que les plans, évidemment, c'était quand même, pour comprendre la composition du site, c'était plus intéressant que le pièce à pièce. Alors, on montre quelques fragments de cette recherche qu'on a fait. On avait effectivement toute une série de pages et des documents qui, pour nous, étaient importants pour comprendre l'histoire, mais aussi qui ont été des documents très importants parce qu'en fait, ils faisaient partie du dossier de permis de construire qui, finalement, présentait aux autorités qui devaient donner ou pas le permis de construire un peu quelle était l'histoire. Donc, il y avait aussi tout un travail didactique pour qu'on partage tous ensemble dans cette grande commission, finalement, une connaissance assez précise de ce que c'était l'histoire, et pas seulement la connaissance de Robert de Cotte ou Labrouste ou etc., etc. Donc par exemple, là ici, une image qui présente au 18e la manière dont la cour, vous voyez, se referme. C'est un petit détail, mais vous voyez, à gauche, là, vous voyez sur ce plan en noir les hôtels particuliers, les galeries telles qu'ils ont été dessinés par Robert de Cotte, et à gauche, une des dernières pièces qui constitue la grande cour, qui est la fermeture vers le nord de la cour, avec un bâtiment dessiné en rouge, projeté, qui va fermer ce grand dispositif. Donc on voit comment la figure, ici c'est intéressant de voir comment la figure, qui paraît très unitaire, en réalité se construit par étapes successives. Donc ce n'est pas un projet tout à fait planifié dans le temps de manière unitaire, c'est quelque chose qui va se fabriquer au fil des opportunités, j'allais dire, et des volontés des uns ou des autres. Et puis, un autre petit fragment qui est intéressant pour illustrer quand on a été faire ce travail de recherche dans un peu l'histoire du projet de Labrousse, on est tombé sur les différents projets de Labrousse. Alors évidemment, c'était assez merveilleux de pouvoir se plonger dans cette histoire, parce que finalement, je dirais que ces grands architectes, on les voit forcément comme
je dirais un peu des personnages un peu géniaux qui ont finalement eu tout d'un coup un trait de génie qui est tombé de je ne sais où et qui ont projeté des grandes images, des grandes formes. En réalité, c'est intéressant de voir que ce grand architecte, ce grand Labrouste, lui-même, il est dans un travail d'hésitation, de marche avant, de marche arrière, extrêmement, je dirais, qui est très touchant, parce que je veux dire, c'est le travail qu'on fait nous, hein, je veux dire, tout simplement. Et c'est intéressant de voir cet architecte à l'œuvre pour fabriquer ce grand monument que va devenir la salle Labrouste. Et là, vous voyez, en noir, les bâtiments qu'il conserve, et en rouge, les bâtiments qu'il projette. Et alors là, vraiment, plein de choses intéressantes. Vous voyez d'abord qu'il compose et il négocie avec tout ce qui existe avant, à tel point que sur la rue de Richelieu, il garde un morceau de la façade de Lemuet, et puis il la complète. Et puis, autre élément très intéressant, c'est là-haut, vous voyez qu'effectivement, il vient juste s'adosser finalement au bâtiment, à la galerie Mansart, mais sans la toucher. Donc, on voit que les deux bâtiments se jouxtent, mais ne se rejoignent pas. Et puis enfin, autre petit élément anecdotique, mais enfin intéressant aussi, c'est que vous voyez que là, à gauche, une galerie avec des pointillés rouges, où il indique que pour rentrer dans cette bibliothèque, c'est la porte d'entrée de la bibliothèque, on va faire une galerie très ouverte sur le square Louvois qui est de l'autre côté. Et là, par exemple, ça c'est un des points qui a été contesté par l'administrateur de l'époque qui dit « Non, non, monsieur Labrouste, s'il vous plaît, vous me fermez la porte, là, ici c'est le Trésor national, donc vous me fermez le mur. » Donc, c'est aussi la traduction de l'état de la discussion avec le commanditaire à ce moment-là entre Labrouste et puis l'administrateur général de la bibliothèque. Voilà. Et puis une autre étape qui pour nous était très intéressante, enfin très importante à comprendre, parce qu'après évidemment c'est elle qui nous permet de mieux mesurer l'état de la distribution une fois qu'on comprend ça. Là c'est c'est le projet de Pascal et Recoura, donc là on est tout à fait fin 19e et début 20e siècle. Et on voit le projet de constitution d'une dernière grande salle. En rachetant les 3 parcelles, on vient construire une grande salle de lecture publique, vous voyez. Et vous remarquez une chose, c'est qu'en haut, il y a marqué vestibule. Ce qui veut dire que l'entrée de cette salle n'est pas par la cour qu'a dessinée Labrouste, mais elle est côté rue de Richelieu. Donc finalement, là... Pardon, côté Vivienne. Et donc là, on voit que ce projet vise à faire 2 entrées sur le site, indépendantes d'une certaine manière l'une de l'autre, enfin ou traversantes par la cour, on pourrait dire, mais en tout cas qui met à l'écart le vestibule, d'une certaine manière, le vestibule de la Brousse qui ne joue pas le rôle d'entrée distributive générale. Donc 2 entrées ici. En réalité, ce plan il est très important parce qu'en fait, cette entrée ne sera jamais ouverte au public. Donc en fait, l'architecte a conçu le fonctionnement de cette salle d'une certaine manière et en réalité, l'entrée dans cette salle va se faire par le vestibule Labrouste. On va fermer la grande porte là-haut, on rentre par le vestibule Labrouste, on longe l'escalier qui est à droite en marron là, on passe derrière les colonnes et on va rentrer dans la salle ovale par son côté, voilà, son côté sud. Donc c'est un point important parce que ça nous a permis de comprendre plus tard comment avait été conçu l'enchaînement distributif du hall de cette bibliothèque. Voilà, qu'on a essayé ensuite de résumer avec des petits schémas assez simples pour essayer de dire que finalement cette figure, c'est une figure c'est une figure urbaine fondamentalement et que les outils pour la comprendre, ce sont les outils urbains finalement de la morphogénèse, c'est-à-dire l'étude finalement de l'évolution d'une forme urbaine dans le temps. En fait, on a appliqué un peu cette méthode de travail. Vous voyez qu'on essaye d'analyser les pleins et les vides, le découpage parcellaire qui a une importance capitale évidemment parce qu'il marque les limites entre les grandes entités spatiales. C'est le gros trait noir que vous voyez en haut et qui coupe selon un axe nord-sud l'ensemble du site et qui va perdurer finalement jusqu'à aujourd'hui. Il a perduré jusqu'à ce qu'on intervienne en tout cas. Voilà. Et puis ensuite l'identification des grandes, ce que disait tout à l'heure Virginie, les grands vides, les grandes figures, les 6 grandes cours qui ponctuent ce cour couverte ou cour ouverte, on peut dire, qui ponctuent cet ensemble urbain. Alors voilà des dessins dans un autre genre.
Donc, en fait, une fois qu'on a fait à la fois tout ce travail de cartographie, que parallèlement on a essayé de comprendre l'histoire la constructive du site, ensuite on s'est attaqué à un sujet qui était évidemment très important puisque c'est les distributions. L'une des choses qui ne faisait qu'on était complètement perdu et que c'est vrai qu'on était dans une agrégation de bâtiments un peu autonomes hein, pour lesquels on avait du mal à passer d'un bâtiment à l'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui travaillent sur site actuellement disent « mais maintenant, c'est merveilleux parce qu'on se rencontre. Entre départements, on se rencontre. Autrefois, on ne se voyait jamais. » Parce que ces bâtiments avaient été construits de telle manière qu'il y avait très peu de passages d'une rive à l'autre. Donc à gauche, vous voyez, ça c'est un étage, ça doit être le niveau 0, donc le rez-de-chaussée. Ça c'est toutes les petites distributions qu'on avait pu repérer sur ce plan. Voilà, donc on comprend tous les petites, escaliers et ascenseurs repérés sur un seul niveau. Donc ça dit quand même la dissémination de tout ça. Et puis quand on regarde ces petits carrés verts, ça montait pas 5 étages, ça montait 2-3 niveaux. Il y avait un petit bout de couloir et puis on rejoignait un autre niveau par un autre escalier. Donc c'était vraiment très très labyrinthique. Alors, ça a des qualités, hein, le labyrinthe, mais en tout cas, là, ça ne permettait plus au bâtiment de fonctionner. Donc nous, notre travail, après avoir essayé d'avoir compris, enfin en tout cas avoir notre compréhension de l'évolution du site, de comment il était fait, de comment le programme allait s'installer dedans, parce qu'il fallait bien confronter le programme au bâtiment et inversement, on a proposé donc des distributions verticales, on les voit en rouge là, donc quelque chose qui s'immisce, qui vient se mettre entre, qui vraiment n'abîme pas les locaux patrimoniaux et se met vraiment dans la logique de composition des bâtiments eux-mêmes. Donc ce sont 12 distributions verticales qui vont monter jusqu'à 14 niveaux. Alors pareil, quand on fait ce travail-là, c'est pas juste un dessin comme ça, c'est le fruit d'une réflexion très longue, puisque ces distributions, il y a eu plus d'1 an de travail sur le calage de l'ensemble de toutes ces distributions, avec tous ces niveaux, existants et futurs niveaux. Et là, vous voyez, par exemple, c'est le synopsis de fonctionnement à la fois par département, parce qu'il y avait, donc les couleurs, ce sont des départements. Il y a des étages qui sont, pour certains départements, et d'autres pas. Et puis il y a aussi la question de la sécurité et de l'évacuation. Donc ce sont tous ces paramètres-là, parce que là on parle d'architecture, mais tout ça, ça comprend évidemment la technique, la sécurité. Le projet architectural, en fait, il entraîne derrière lui tout le reste. Sachant que tout le reste, la sécurité, ça a quand même été quelque chose qui a été présent dès le début. Tout de suite, en fait, le conseil en sécurité, c'était quelqu'un qui était là quasiment autant que l'éclairagiste ou le bureau d'études techniques, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'un des synopsis qu'on a fait pour un des ascenseurs. Donc voilà, on s'est dit que c'était pas mal de mettre quelques photos de chantier. Donc quand on a créé les circulations, bah, ça donne ça. Ça c'est quand on réalise les puits. Donc ça fait quand même un chantier de démolition assez impressionnant. Et puis là, vous pouvez voir, par exemple, dans l'image complètement à droite, on a créé 2 distributions, et là, à droite, enfin à gauche, il doit y avoir la salle ovale, et à droite, des magasins. On est dans une bande qui fait 3,50 m de large sur 20 mètres de haut, et c'est là-dedans qu'on va s'immiscer. C'est les circulations qui sont sur le plan là-bas, complètement à gauche, vous voyez. Ça, c'est cette petite bande-là. Et puis, l'image qu'on voit avec les choses arrondies, c'est juste celle qui est à gauche de celle de droite, excusez-moi. Hein. Là, on est dans les oreillettes, dans les anciens puits de lumière de la salle ovale, qui avaient été eux-mêmes investis tout niveau par des magasins, des bouts de bureaux, des bouts de circulation. Donc voilà. Et puis après, bah, ça, c'est quand on a terminé nos circulations, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on voulait le maximum de lumière naturelle, on voulait de la transparence, on voulait aussi se souvenir de tous ces magasins qui ont été faits tant par la Broust que Recura, qui ont toujours travaillé avec des caillebotis pour que la lumière naturelle descende le plus bas possible. Voilà, donc on voit bien la photo de gauche.
ces circulations-là, on est dans le musée et on aperçoit ces circulations internes parce que c'est aussi le bâtiment quelque part qui se met en scène des deux côtés, à la fois dans les espaces majeurs, le musée, et en même temps les distributions verticales qui elles-mêmes se révèlent au grand public, qui ne fait que les apercevoir. Ils ne les utilisent pas, mais... Oui, non, je voulais juste dire que sur le choix de la manière de une fois qu'on a eu construit ces puits, c'est vrai que, enfin, de vider ces grandes finalement, c'est comme dans une mine, on est venu chercher un peu les tréfonds par ces évidements. On s'est dit que plutôt que les remplir finalement avec des ouvrages en béton armé, ce qui aurait été beaucoup plus simple d'aller couler des ouvrages en béton armé, c'était intéressant quand même de laisser apercevoir le travail qu'on avait fait de déconstruction, d'une certaine manière, c'est-à-dire finalement que en vidant ces grands puits verticaux, on révélait quelque chose de l'importance de l'édifice, de sa complexité, de sa richesse, de sa verticalité, et dans la manière de dessiner l'escalier à nouveau, en utilisant le métal, effectivement, comme le disait Virginie, c'est une sorte de clin d'œil évidemment à l'histoire du site, et avec... on sait que l'emploi du métal, c'est ce qui a révolutionné évidemment au XIXe siècle l'architecture. Et finalement, c'est un clin d'œil à la fois à cette histoire du site, mais en même temps, c'est une manière de faire pénétrer cette lumière et de garder intacte finalement l'histoire aussi de ce moment du chantier très particulier. Alors les distributions verticales, mais aussi horizontales, bon, on peut aller assez vite, mais enfin, on voit le principe. Hein. Donc à gauche, là, c'est le plan du premier sous-sol, donc on voit bien à gauche qu'il y avait déjà des distributions qui existaient. Puis à droite, on voit que là, c'est toute la partie densification rouge-pisse. Alors là, on se cassait le nez et on ne pouvait, c'était impénétrable. Toute la partie, ça marche ou pas ? Voilà, toute cette partie-là, en fait, était tout à fait inaccessible. Donc voilà, notre travail, ça a été, on voit ça dans chacun des étages, toutes ces circulations neuves, eh bien, en fait, à tous les niveaux, elles sont rejointes partout par elles sont rejointes par des circulations horizontales qui mettent en lien les bureaux, les magasins, les salles de lecture, le musée, etc. Donc là, voilà, circulation horizontale, le chantier, voilà. Et puis, voilà, ça c'est aujourd'hui. Donc, il faut peut-être insister sur le fait que vous avez vu le programme tout au début, la cartographie du programme, finalement, elle avait tendance à donner une lecture finalement du lieu encore plus fragmentée presque que ça ne l'était, en disant finalement il y a 3 institutions. À l'intérieur de ces 3 institutions, vous avez des départements, et dans chaque département, vous avez des conservateurs qui finalement ont autorité sur leur département et qui ne peuvent pas aller dans le département du voisin. Donc ça donnait une lecture quand même très fragmentée du site. Et on s'est dit que c'était vraiment important. Alors, que cette distribution horizontale soit vraiment l'outil pour mettre en relation toutes ces chapelles, toutes ces sous-entités, toutes ces unités administratives, finalement, qu'elles soient réellement, qui en réalité recouvrent des champs disciplinaires de la connaissance qui ont beaucoup à gagner à être ensemble. Et donc on s'est dit qu'au fond, en produisant architecturalement cette grande distribution horizontale, eh bien, on ouvrait des champs des possibles entre ces départements, entre ces collections, entre ces visiteurs, entre ces publics. C'était pas forcément quelque chose d'inscrit. Tout ce qu'on vous raconte là, finalement, sur la distribution et verticale, horizontale, on peut dire, ça n'était pas inscrit d'emblée dans notre mission de départ. Vous avez vu que la description de la mission de départ, c'est une mission très technique, finalement. Remettre aux normes, remettre en sécurité, restaurer, on peut dire. On a transformé ce terme de restauration et remise aux normes en restructuration. Les mots changent et ont eu quand même une importance dans la manière dont on a abordé, finalement, ce sujet. Et au fil de ce travail, finalement, la bibliothèque et le programme a lui-même évolué, voyant les potentiels nouveaux du site. Et puis voyant effectivement l'importance qu'on accordait à cette distribution, au fait que la lumière pénètre dans ces espaces, etc. Et si on atterrit finalement, l'ensemble de cette arborescence distributive, à un moment donné, elle doit atterrir sur un nœud, sur un centre de gravité, sur un centre névralgique finalement, qui est la porte d'entrée du site. On a d'abord pensé finalement, vous voyez, on pense d'abord la globalité, finalement essayer de réunifier l'ensemble du site, essayer de trouver une structure spatiale qui donne une unité à ce lieu, qui donne une lisibilité d'ensemble à ce lieu, mais en même temps, il
y avait une question parallèle à celle-ci, qui la rejoint d'une certaine manière, c'est par où on rentre et finalement comment faire pénétrer le public à l'intérieur de ce site. Alors on a commencé par faire un petit schéma ici, qui est on prend le plan de l'existant, et puis on essaye de comprendre quels sont les flux à l'intérieur de ce site. C'est-à-dire par où on arrive, comment on rentre dans les grandes pièces, comment on accède aux escaliers, et puis on s'aperçoit on dessine, chemin faisant, on dessine une sorte d'embouteillage et de lieux quand même extrêmement compliqués à comprendre dans sa distribution et on voit qu'il accueille pas très bien ce lieu. Et c'est vrai que les grandes institutions, si vous allez évidemment dans les grands bâtiments publics aujourd'hui, non seulement il faut accueillir des chercheurs et ça reste évidemment une condition vitale d'existence du site, mais vous voyez bien que aussi bien le chercheur que le grand public, il faut l'accueillir avec des conditions d'accueil qui ont pris une importance quand même très grande, et on accompagne effectivement les grands lieux publics, des halls qui accueillent des groupes très importants, il faut un café, une librairie, des services pédagogiques puisqu'on accueille des enfants, des groupes, des scolaires, voilà. Et puis finalement des expositions bien souvent autour de ce patrimoine et de ces collections. Tout ça évidemment n'existait pas au 19e, donc il faut trouver place pour tous ces services dans un rez-de-chaussée. Et puis une des questions qui est apparue aussi assez vite, c'est finalement que cette façade Richelieu dont on a vu tout à l'heure que Labrouste avait voulu l'ouvrir et que l'administrateur de l'époque l'avait fermée, finalement était une façade extrêmement qui affirme son côté très monumental, assez fermé. Et puis d'un autre côté, on avait au dos de cet ensemble un jardin finalement qui était un potentiel. Et donc on a imaginé de rentrer par ce jardin et de créer une deuxième entrée qui permet de rendre traversant en fait le site. Chose qui est aussi inspirée par le fait que dans ce quartier du centre de Paris, que vous avez peut-être déjà parcouru, le passage Choiseul, la galerie Vivienne, la galerie Colbert, il y a tout un jeu de passages commerçants finalement du 19e qui ont traversé ces très vastes îlots. Donc il y a toute une histoire urbaine particulière de ce site qui est absolument passionnant et qui produit des lieux et des moments particuliers dans les promenades urbaines. Et donc inspiré par cette qualité urbaine des passages, inspiré par l'idée de peut-être donner une autre façade, un autre visage à la bibliothèque. Ouvrons la bibliothèque par le jardin Vivienne, redessinons le jardin et créons une nouvelle porte. Et donc créons la bibliothèque voyons la bibliothèque comme un chemin de traverse, comme quelque chose qui offre une transversalité entre les rives est et ouest et qui engendre un espace public au cœur de la bibliothèque. Il y a l'idée finalement aussi d'agrandir l'espace public au centre de la bibliothèque qui était extrêmement restreint. Finalement, on peut dire l'espace public qui s'est réduit pendant longtemps au vestibule Labrouste, qui était une petite pièce d'introduction, et on essaye d'élargir le champ de cet espace public au cœur du bâtiment lui-même. Donc un espace qui, là aussi, comme la distribution générale, rassemble, permet de faire comprendre, permet d'échanger, permet d'accueillir tout simplement et d'offrir une vraie hospitalité à l'échelle de cette institution qui a quand même un rayonnement international et qui évidemment n'avait pas cette capacité d'accueil et d'hospitalité. Donc ces deux plans, c'est pour dire que ça se passe à rez-de-chaussée, bien sûr, et ça se passe aussi au premier étage. Comme vous le savez, dans cette architecture classique, l'étage noble au premier étage, qui en réalité est déjà souvent le deuxième étage, joue un rôle absolument fondamental. C'est là où on trouve classiquement les grands salons, les belles pièces, etc. Donc, créer un escalier qui permette d'accéder à cet étage noble et élargir là aussi au premier étage le champ des possibles en créant un espace public que vous voyez dessiné en jaune, beaucoup plus vaste et qui n'existait pratiquement pas à l'origine tel qu'on a reconnu le projet en commençant notre travail. Alors ici, des interventions de nature différente. Une première intervention pour élargir un tout petit peu l'accès, en tout cas rendre un peu plus large, plus facile l'accès depuis la rue de Richelieu. Là, c'est un travail, je dirais,
très discret, où simplement on a pris le dessin d'une porte qui existait sur la gauche, qu'on ne voit pas sur cette façade, et qu'on est venu recopier simplement sur la façade. Donc là, c'est vraiment un travail d'effacement total de l'intervention architecturale, puisque les deux portes qu'on crée à côté du grand porche, finalement, sont simplement une copie d'une porte Labrousse qui existait précédemment. Donc là, je dirais, pas de vague ou pas d'événement particulier sur cette façade. On se fond dans le décor. La démarche, là, c'est plutôt d'être assez très, très sobre et plutôt de faire comme si les choses étaient déjà là, à part la ferronnerie de la porte, qui, elle, est dans un langage un peu différent. On a quand même ouvert plus largement. C'était quand même... les gens avaient un peu peur de rentrer, hein. Et puis, l'autre visage de la bibliothèque, vous voyez à gauche l'image avant, il y avait une douve, finalement une espèce vous voyez, une espèce de barrière qui coupait la façade, puisque ce n'était pas une façade d'entrée. Là, on est côté une cour anglaise. Et puis là, on a fait simplement un travail d'enlever ce mur qui barriérait la cour anglaise, et puis transformer 3 fenêtres en 3 portes. Donc les interventions sur ces façades, qui étaient des façades à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sont des interventions très minimalistes, dans un langage classique qui ne cherche pas finalement à déséquilibrer ou à perturber la figure d'origine, mais simplement à être plus efficace d'un point de vue purement fonctionnel, je dirais. Mais on voit tout de suite que l'intérêt de cette espèce de double porte d'entrée, finalement, qui donne les deux visages de la bibliothèque, un visage qui reste austère, monumental sur la rue de Richelieu, et puis un visage plus aimable, plus accueillant, avec cette grande porte ouverte que constitue le jardin. Et donc, ces doubles visages, il était intéressant pour nous parce qu'il racontait aussi cette manière, finalement, de parler à des publics différents qui vont rentrer dans cette bibliothèque, des publics de chercheurs et un public, je dirais, courant, qui sont soit des curieux, des passants, des étrangers, ou effectivement des amateurs d'art qui viennent déambuler dans ce lieu libre d'accès, du coup, une fois franchis les portiques Vigipirate. Voir le nouveau musée. Voir le nouveau musée. C'est bon. Alors... donc là, c'est des images un peu souvenirs. Voilà, c'est le bâtiment dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Donc le ménage avait été bien fait, hein, parce que ça, c'est un photographe qui était venu faire tout un reportage photo. Donc là, à gauche, on voit le vestibule Labrousse. Donc bon, on voit les lambris à gauche ont été tous découpés. Il y a des effets de plafond acoustique. Tout est peint très très foncé. Au milieu, on voit le grand escalier d'honneur, tel qu'il était, très mono-orienté. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans la coupe tout à l'heure, parce qu'il y avait, quand on a vu la coupe Récoura, enfin Pascal et Récoura, on voit que ce grand escalier d'honneur grimpait sur une mezzanine, et il devait voir, en fait, ça mettait en scène les globes de Coronelli, ces grands globes de 4 mètres de diamètre qui sont aujourd'hui exposés à la BN Tolbiac. Il devait être posé donc au rez-de-chaussée et vu depuis cette mezzanine, depuis la mezzanine sur le dessus. Donc la salle ovale, elle était tout à fait latéralisée et on y rentrait par la rue. Ça, c'est le projet. On a su que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Pardon. Néanmoins, l'escalier a été construit et derrière, il y a eu un plancher. Et donc, ce projet, quelque part, il n'a jamais été complètement abouti. Néanmoins, cet escalier était là. Il y avait beaucoup de gens qui y tenaient beaucoup. D'ailleurs, ça n'a pas été facile pour nous de proposer la démolition. À droite, vous voyez le couloir d'accès à la salle ovale. Autrefois, en 2006, on rentre dans la salle ovale par un goulet d'étranglement en longeant l'escalier monumental sur la droite, là, et puis on se retourne derrière. Et voilà, et on rentre dans la salle ovale par ce petit couloir. Bon, aujourd'hui, la salle ovale, son objectif, c'était de devenir la grande salle de lecture publique de la BNF, c'est-à-dire que n'importe qui y va et rentre dans la salle ovale. C'est la seule salle de la BNF où il n'y a pas besoin d'une carte de chercheur pour y pénétrer, avoir un projet de recherche ou de je ne sais quoi. On y rentre librement avec ses enfants, on peut visiter, etc. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, ça nécessitait quand même d'avoir un petit... Il fallait quand même repenser un peu l'accès. Et puis là-bas, en bas à droite, là, c'est le futur hall Vivienne
Donc tout à l'heure, il y a une photo qui sera faite du même point de vue. Et ce petit plan de gauche reprend ce que disait Bruno tout à l'heure en disant, ben voilà, le hall, finalement, c'était le petit vestibule Labrouste, et puis les côtés de l'escalier d'honneur. Donc là, un petit travail comparatif entre l'existant qu'on a trouvé en 2006 et le projet de hall, donc ça entre le plan du dessus et le plan du dessous. Les coupes, c'est pareil. Donc on a essayé de représenter, si vous voulez, à droite, on voit bien qu'il y a, donc on reconnaît l'escalier d'honneur évidemment, on voit ce qui va devenir la salle des colonnes, les grosses mezzanines qui ont été mises en place. À l'étage du dessous, on reconnaît la porte d'entrée de la salle ovale dans son petit goulet d'étranglement. Voilà, puis la sous-face de l'escalier qui est un espace très noir, etc. Bon, le projet qu'on a fait, donc c'est la coupe que vous voyez en dessous, c'est redonner de la fluidité, permettre le passage, mettre un point central, une sorte de nœud au droit du cardo d'Ecumanus qui symbolise un peu la réunion de tous ces morceaux du quadrilatère, faire que ces bâtiments qui ont toujours été agrégés d'un seul coup soient tous reliés les uns aux autres par quelque chose qui symbolise la lumière et la fluidité. Donc c'est ce qu'on voit dans la coupe du dessous. Parallèlement à ce qui se faisait en bas, donc au rez-de-chaussée, en haut, évidemment, il fallait aussi relier les deux rives de la bibliothèque, parce qu'on avait d'un côté la zone du côté de la salle ovale, et puis on avait toute la partie développée par Labrouste le long de la rue Richelieu, et puis on passait avec c'était un passage technique, là, on voit un caillebotis. Ici, là, ben voilà, ça c'était le passage technique pour aller d'une rive à l'autre, parce que quand même, la technique avait quand même besoin de ne pas repasser par les sous-sols pour aller de l'autre côté. Donc nous, on a mis en place en fait la galerie de verre, qui est mise sur le vestibule Labrouste, et qui permet de relier maintenant les départements, notamment le département des arts du spectacle, avec toute la partie manuscrit, galerie Mazarin. Enfin bref, ça fait un seul et même niveau qui se rencontrent grâce à cette galerie de verre. Juste au centre, si on revient juste deux secondes sur les dessins d'avant là. Oui, voilà. Oui. Donc on voit qu'on a remplacé la figure de l'escalier linéaire par une figure d'un escalier hélicoïdal finalement qui vient s'installer, comme le disait Virginie, un peu au centre de gravité de l'ensemble, et qui a pour but, on voit, de tenir dans un espace beaucoup plus serré finalement, d'occuper moins d'espace dans le hall et de permettre un peu les flux de part et d'autre. Donc ça devient une sorte un peu d'objet central qui en même temps doit faire passer la lumière et faire comprendre la verticalité de cet espace, donc faire comprendre que finalement l'espace public se développe sur deux niveaux, donc il doit jouer un peu dans toutes les dimensions. Donc pour ce dessin du nouvel escalier qui remplace l'ancien, il a finalement porté sur deux axes importants. Un, l'étude d'un tracé, finalement, quel tracé pour cet escalier, quelle figure pour cet escalier. Et donc, elle passe par toute une série de petites études schématiques pour essayer de trouver la manière de gravir et d'installer cette nouvelle ascension. Et puis un deuxième thème qui est finalement l'étude de la sous-face, dans le sens où un escalier dans un espace public, c'est quelque chose évidemment qui se pratique, on le monte, mais dans cette situation-là, il était extrêmement important aussi dans la perception de sa sous-face. Donc on a imaginé évidemment comment trouver un dispositif structurel qui permette de dessiner cette sous-face et en même temps d'en faire un objet qui continue de faire passer la lumière dans cette cage étroite. Donc c'est à la fois une affaire, je dirais, de tracé, de géométrie. Donc on voit la géométrie à gauche, là c'est juste pour illustrer le travail sur la géométrie de l'escalier, qui est quand même très très précis. Chaque marche a un balancement très particulier, parce qu'il y a des balancements, des contrebalancements. Donc c'est une figure géométrique qui est longue et précise dans son élaboration, et en même temps c'est une figure qui se développe en 3 dimensions,
en 3 dimensions parce qu'elle est à la fois une structure, et donc elle se développe dans l'espace. Cette structure, elle va porter dans le vide. C'est un grand porte-à-faux de 8 mètres qui est porté par la structure de la sous-face de l'escalier. Et en même temps, c'est une série de feuilles en aluminium qui viennent habiller cette structure, comme on le voit sur la figure de droite. Donc c'est des sortes de rubans de métal qui viennent finalement envelopper la structure un peu de cette espèce de colonne vertébrale qui chemine tout au long de cette montée. Bon, évidemment, c'est aussi un chantier de ce hall, donc c'est un chantier complexe parce qu'il faut reprendre des structures existantes, il faut démolir des structures existantes, refaire des reprises en sous-œuvre à l'intérieur du volume. Donc là, vous voyez les étapes un peu du chantier. C'est intéressant de voir comment se déroule. C'est un chantier dans le chantier, effectivement, qui consiste à, d'une part, sur la figure de gauche, vous voyez les lambris Labrousse qui ont été ensuite qui étaient entrecoupés de parpaings. Donc on va venir reconstituer les lambris de Labrousse. Donc c'est un travail minutieux de tailleur de pierre. C'est un travail minutieux de démolition de structures anciennes. Et puis ensuite, ça va être un travail minutieux de reconstitution, effectivement, de nouvelles structures à l'intérieur de ce grand hall, avec juste quelques images pour illustrer le thème un peu de la profondeur et de la transparence, c'est-à-dire l'idée que ce hall, c'est lui qui permet de finalement donner à voir la transversalité du site, d'une rive à l'autre, l'ouverture verticale, l'ouverture latérale vers les différentes institutions, les différentes salles de lecture qui bordent ce grand hall. Et puis le travail, évidemment, sur l'installation de la lumière naturelle et artificielle dans cette grande promenade urbaine. Alors un autre thème qui était vraiment important dans le travail qu'on a fait sur ce site, c'était toute la question de la lumière. Alors on a travaillé avec, je vous le disais tout à l'heure, 8-18, donc Georges Berne et Emmanuel Séby. Au tout début, en fait, on a commencé à regarder ensemble les espaces, les qualités de lumière naturelle qui existaient ou qui avaient existé puis qui avaient disparu. Parce que ça, c'est aussi important. Il y a des choses qui ont été très belles et puis qui ont été enlevées. Donc on a été vraiment ensemble, espace par espace. La seule chose dont ils se sont pas occupés, ce sont les locaux techniques. Voilà. Donc ils se sont occupés des bureaux, des circulations, de la salle ovale, la salle Labrousse, du hall, de tout. Voilà. Sauf les locaux techniques. Et eux aussi, évidemment, ils avaient des histoires de respect de normes, de questions de frais de fonctionnement, conservation des collections, j'en parle pas, confort visuel des utilisateurs, etc. Donc ça, c'est une petite fiche qui montre... alors évidemment, c'est plutôt sur les pièces patrimoniales, mais là, vous avez à gauche le travail sur la salle ovale, sur les oculis de la salle ovale, avec un travail de programmation au travers des oculis pour avoir toujours de la lumière qui vient par les oculis, y compris quand il fait nuit. Vous voyez au milieu le travail sur la galerie Mansart, avec tout un sujet... En fait, la galerie Mansart, c'est une mission qu'on nous a confiée. C'était le seul espace qui n'était pas financé sur site, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était même pas restauré. Donc finalement, la BNF s'est battue pour trouver des mécènes, et elle a trouvé un mécène qui a financé à la fois la restauration du plafond, la mise en place de luminaires qui soit évidemment très différent du grill technique qui avait été mis en place auparavant, et qui a financé également donc une proposition qu'on avait faite de scénographie mobile, puisque avant qu'on arrive, en fait, la galerie Mansart, outre son grill technique qui créait un contre-jour qui faisait qu'on ne voyait pas le plafond, la galerie, qui était avec des fenêtres réparties régulièrement, eh ben, il n'avait... À chaque fois, chaque expo, on couvrait tous les murs et on était dans une galerie. À Tolbiac, c'était la même chose, quoi. Donc nous, on a proposé de faire une galerie d'exposition qui soit dans la galerie Mansart. C'est-à-dire que la galerie Mansart fait partie des contraintes, on va dire, des contraintes du site quand on vient faire une scéno. Voilà, donc on a eu l'occasion de faire ce travail avec Emmanuel Séby et 8-18. Hein. Donc on voit le travail sur l'escalier d'honneur, on voit encore la salle ovale avec... En fait, ils ont développé un système aussi de luminaires polymiroirs qu'ils ont développé un peu dans toutes les grandes salles.
Parce que là, c'est pareil, que ce soit leur vocabulaire à eux, comme les dispositifs architecturaux qu'on a mis en place, nous, en termes de matériaux, ce sont aussi des choses qui se répètent de salle en salle. C'est-à-dire qu'on a essayé de vraiment d'avoir un fil conducteur, une cohérence dans les interventions. Et donc, eux, c'est, entre autres, les luminaires polymiroirs qui sont à la fois assez importants parce qu'ils sont très techniques et en même temps, ils disparaissent dans l'architecture puisqu'en fait, ils la reflètent. Et puis ça donne ensuite, dans les différents espaces dans lesquels on a eu à travailler, on voit la salle de lecture des arts du spectacle tout en bois qu'on voit à gauche, la salle de lecture de l'école des Chartes avant qu'il y ait des bouquins dedans, ça qui se trouve tout au bout derrière le magasin central. La galerie Rondelle, donc la salle de lecture de l'école des Chartes, elle est neuve. La galerie Rondelle, elle, c'est un magasin Labrouste. Et puis là, vous avez l'installation de la salle de lecture de l'INHA dans le magasin central. Et là, on voit le caillebotis, le travail avec le caillebotis aluminium qui vient recouvrir les caillebotis de fonte, on va en parler. Et puis la lumière qui passe au travers. Donc penser, retrouver cette lumière zénitale de Labrouste, ça se fait aussi comme ça. Bon, puis là, on voit à nouveau, voilà, c'est les magasins, c'est les ateliers de restauration, c'est d'autres magasins de Jean-Louis Pascal. Et puis à gauche, c'est une circulation interne qu'on a créée dans une ancienne cour anglaise. Dans les choses qu'on a pu faire, s'il y a ce genre de choses, voilà. On a couvert des cours anglaises avec une verrière, et puis on a fait des circulations intérieures. Et puis là, vous le voyez, en haut, les magasins d'archives années 50 de Michel Rouchepitz. Alors ça, c'est vraiment des très beaux magasins. Ils sont très, très beaux. Donc, on fait un petit tour par la salle ovale. Donc, la salle ovale à gauche, vous la voyez, elle était très sombre, très désorganisée. Bon, elle avait vécu. Hein, c'était encore une salle de recherche, donc on n'avait pas le droit d'y rentrer, sauf en donnant patte blanche. Et ça a été une partie intéressante du projet parce que au tout début de notre mission à la salle ovale, il n'y a pas de programme dedans. Parce que la BNF sait qu'ils veulent la refaire, mais ils ne savent pas bien, ils n'ont pas encore déterminé leur programme. Et c'est là où la discussion entre l'architecte et l'utilisateur est vraiment très intéressante, parce que cette discussion se fait au travers du dessin. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment d'idées, mais ils avaient quelques idées. Donc le peu qu'on comprenait de ce qu'ils avaient envie de faire, on leur dessinait. Et à partir du moment où on leur dessinait, on leur présentait, ça devenait concret, et ça leur permettait de préciser leurs pensées. Et ça, c'était vraiment un travail intéressant, parce que très interactif. Et ça a permis de calibrer en fait leur programme. Et à la fin, on a fini par trouver un plan qui répondait parfaitement à ce qu'ils souhaitaient. Donc cette salle, c'est la nouvelle salle de lecture publique, comme on disait tout à l'heure. Donc on voit que le projet qu'on a fait, il reprend. L'idée, c'était pas de venir en rupture avec la salle et de travailler avec des trucs suspendus, je ne sais pas, rose vif ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment de faire quelque chose qui se fonde dans l'espace, mais qui soit contemporain et qui soit. Donc d'ailleurs, avec ce matériau qu'on a beaucoup utilisé, enfin en tout cas la coloration, le gris-argent, que ce soit en aluminium, que ce soit en inox, que ce soit en bois peint, que ce soit en garde-corps. Voilà, c'est un fil conducteur. Même pour les luminaires, on a fait aussi beaucoup de choses en gris argenté. Donc gris argenté, bois, verre, métal. Et donc là, par exemple, on voit une photo ici où on montre que on a dessiné un mobilier, une nouvelle couronne de mobilier qui vient entourer le cœur de lecture, qui malgré tout continue à exister pour des gens qui voudraient venir travailler. Mais on a élargi, on a créé un déambulatoire. On y trouve des bandes sonores. On peut aussi voir des films dans des carrels. Il y a des bandes thématiques qui présentent les collections de la BNF sur des grands écrans qu'on a intégrés dans des mobiliers existants. Donc ça, c'est les espaces de médiation et qui se font indépendamment. En fait, on peut très bien se promener sur ce déambulatoire. On a calibré la hauteur des mobiliers pour que quand on se promène, on ne voit pas les lecteurs, ils sont assis en train de lire, et réciproquement, parce que sinon, évidemment, c'est quand même un peu gênant. Donc voilà, donc tout est fait au centimètre, tout est mesuré pour qu'il puisse y avoir une multitude en fait de pratiques différentes, y compris d'ailleurs les enfants, puisque la BN, je le dis parce qu'ils adorent qu'on dise ça, ils ont fait venir 9000 BD, morceaux choisis, donc on peut y aller avec ses enfants et ils ont une nouvelle collection de BD apparemment absolument géniale. Voilà. Et puis à gauche, c'était un petit détail sur le travail sur les oculi fait avec l'observatoire.
Et on finira par peut-être juste la présentation. En fait, la dernière séquence est plutôt autour de la séquence Labrousse et la manière dont on a essayé de remettre à jour finalement la séquence Labrousse dans son entièreté. On voit le plan d'origine tel qu'il a été validé en 1859 au moment où on finalement valide son plan. Donc vous reconnaissez la cour, le vestibule, la belle grande salle de lecture et au fond le magasin, le tout entouré d'une série de galeries qui protègent en fait cet ensemble, cette grande composition. Qu'on a donc sur cette première partie, finalement le travail est assez simple dans le sens où rendre lisible la belle cour, le vestibule qui a été entièrement, je dirais, nettoyé de tous ces systèmes décoratifs qui avaient été finalement qui en avait dénaturé totalement la perception. Hein. C'est donc retrouver la pureté, je dis, enfin la pureté, oui, l'espèce d'ascèse voulue par Henri Labrouste au départ, c'est-à-dire finalement très peu de choses, juste ces lambris en pierre, de la peinture sur les murs et de la lumière naturelle, donc quelque chose d'extrêmement sobre dans son expression. Et vous voyez que dans les matériaux utilisés au départ, en fait, uniquement de la pierre quasiment, et du plâtre, on pourrait dire, et de la peinture. Qui est l'introduction à la salle de lecture, qui est donc effectivement où là, par contre, effectivement, là, on voit l'espèce de magnificence et de place donnée à la structure en fonte qui dessine les grandes arches qui vont porter ces coupoles. Bon, là, je ne vous raconte pas en détail la salle parce que vous la connaissez un peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui illustre, ces trois grandes pièces illustrent ce qui était le plus connu finalement de cette séquence Labrouste. Moins connu, évidemment, on va le voir, le fond de la perspective. Malgré tout, effectivement, il faut quand même dire que cette salle Labrouste avait quand même perdu énormément de sa magnificence par plusieurs actions un peu, ou inactions peut-être, effectivement, jamais nettoyées, donc très poussiéreuses, et surtout le comble jamais restauré, et en fait le comble produit la lumière naturelle à l'intérieur, donc on ne voyait plus grand-chose. Donc on a restitué, nous, dans la partie du comble, les canons à lumière qui produisent la lumière naturelle de cette salle. Parce qu'en fait, en réalité, entre le toit et les coupoles, il y avait un énorme vide, ce qui faisait que la lumière naturelle était complètement perdue dans le comble. En redessinant le canon à lumière dans le comble, on a redonné une puissance d'éclairage qui a retrouvé cette coloration, outre le nettoyage fait par l'ACMH dans cette salle. Mais ce qui nous a intéressé, c'est de révéler une chose qui était quand même un peu enfouie dans les mémoires collectives, connue évidemment des chercheurs, mais de peu de monde. C'est l'idée qu'avait Labrouste de créer à l'arrière et dans le fond de l'axe de la salle de lecture, un magasin de rangement des livres. Un magasin qui est une invention évidemment particulière, puisque quand Labrouste intervient sur la bibliothèque, finalement, il produit une rupture typologique très importante dans la bibliothèque, puisqu'il transforme le type des bibliothèques qui étaient sous des formes de galeries en une séparation, une galerie autrefois qui abritait à la fois les livres et les chercheurs. Finalement, là, il produit une rupture typologique importante, puisqu'il dit je fais une salle de lecture, certes il y a des livres, mais c'est un peu, je dirais, pour rester dans un environnement et dans une perspective on est au milieu des livres, mais les vrais livres rangés, en réalité, enfin je veux dire, la multitude des livres dont on a besoin sont dans un espace qui est fonctionnel et qui est uniquement dédié au rangement des livres. Le rangement des livres dans une pièce fonctionnelle, finalement, c'est une invention de ce moment-là. Avec ce fameux magasin. On voit aussi et c'est donc la partie grise que vous voyez dans la partie droite de cette coupe. Ce que montre aussi cette coupe, c'est que postérieurement à Labrouste, il y a des interventions très importantes qui sont faites au XXe siècle par un architecte Rouchepitz, que vous connaissez sans doute, et qui a fait évidemment des inventions lui-même particulièrement savantes et habiles, puisque
Il a pour projet non pas de démolir le magasin de la Brousse, ce qu'il aurait très bien pu faire à l'époque, parce que ça n'était pas forcément considéré comme un monument absolument essentiel, mais il a fait le choix quand même de préserver ces 4 magasins, vous voyez la coupe à gauche, et de construire 2 magasins sous-sol et 5 niveaux de magasins en partie supérieure. Donc un travail très savant, je dirais, pour préserver ce patrimoine, tout en le transformant, parce qu'il a enlevé évidemment le toit de ce magasin historique et pour le mettre 5 étages plus haut. Donc un travail très, très, très savant, aussi technique, parce que quels sont les outils structurels avec lesquels faire cette superposition. Et là, on va voir que c'est assez malin dans la manière de le faire. Donc quand on arrive finalement, nous on est face à une colonne de magasins qu'on appelle à l'époque le magasin central, qui est en fait l'endroit qui recueille le plus de livres jusqu'à avant Tolbiac dans la bibliothèque, qui est cette énorme, c'est des plateaux qui font, je ne sais plus, 1000 mètres carrés au sol et qui sont empilés 11 fois. Donc vous avez 11 000 mètres carrés empilés d'ouvrages dans la partie centrale et qui sont entièrement en communication. Donc évidemment, il y a des rapports de la commission de sécurité qui dit attention, là, vous êtes avis non conforme, je ferme le bâtiment parce que c'est trop dangereux. Vous mettez en communication 11 niveaux de livres, s'il vous plaît, ça ne marche pas, vous évacuez. Donc on construit Tolbiac, on vide entièrement ces magasins, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces magasins ? Soit on les démolit et on reconstruit des magasins, je dirais, aux normes aujourd'hui, soit on essaye de trouver un projet alternatif, et c'est tout le travail qu'on a fait là, c'était de dire, bon, bah, finalement, cette stratification historique, elle est extrêmement importante du point de vue de la compréhension de l'histoire du site, et je dirais de l'histoire de la manière dont on rangeait les livres aussi, de l'histoire aussi de la manière dont on stratifie un bâtiment, dont on le superpose, on empile les strates historiques. Et comme on le voyait tout au début, vous voyez, cet ensemble n'était absolument pas protégé par les monuments historiques. Donc évidemment, nous, on avait un peu carte blanche là-dessus. Et donc tout le travail a été de dire, bon, il faut préserver cet ensemble. Il y a des transformations à faire, mais il faut essayer de préserver la compréhension d'ensemble. Donc il y a tout un travail, je dirais, technique pour séparer les niveaux, compartimenter, puis ensuite protéger au feu. Donc c'est les dessins que vous voyez à droite. On a, c'est un travail, là ce sont des dessins des ingénieurs qui travaillent avec nous sur le découpage de ce magasin en compartiments, vous voyez, jaune, rouge c'est la Brousse, bleu au-dessus, puis après vert au-dessus. Et ensuite protéger au feu, tout ça, donner une stabilité au feu. Ce qui donne finalement, si on essaye de voir aujourd'hui un peu comment se dessinent ces magasins, vous voyez, dans les derniers niveaux, on a refait entièrement les magasins à neuf. Au lieu d'avoir 3 niveaux en communication, on n'en a plus que 2 puis plus 1. Donc ici, on a à gauche les magasins neufs qui ont été redessinés dans cet ensemble. Au milieu, vous avez la strate Rouge-Spitz des années 50, où on voit la rénovation des magasins qui sont en verre. Donc c'est toute une technologie de fabrication des magasins, des rayonnages en tôle pliée, qui est un très beau travail de manufacture de feuilles de métal pliées, donc très, très savant et voilà, dans son jus. Et puis à droite, vous avez la restitution qu'on a faite des 4 niveaux inférieurs de la Brousse, sur lequel on va revenir un petit peu plus en détail. Donc finalement, c'est évident. Alors on pourra dire une bonne part n'est pas visible du public, mais c'est pas parce que c'est pas visible du public qu'il faut pas évidemment conserver les choses. Ça, alors, si on s'intéresse plus précisément à ce qu'on a fait dans le magasin Le Brousse lui-même, vous avez l'état du magasin tel qu'on l'a trouvé ici dans la partie centrale, qui avait été énormément densifié et modifié par Michel Rouge-Spitz, qui en rendait la compréhension quand même assez problématique. Et puis, l'ambition du programme, c'était en fait de rendre ce magasin accessible au public. Et c'était, je dirais, même la condition en fait de la conservation. C'est si vous le conservez, n'oubliez quand même pas qu'il faut que ça soit accessible au public. Donc c'était un double challenge, parce qu'en fait dans un magasin, évidemment, il y a des conditions de sécurité qui ne sont pas les mêmes que dans un ERP, un bâtiment accessible au public. Donc il nous a fallu finalement essayer de comprendre comment était fait
là, à nouveau, essayer de démonter une partie démonter un peu l'histoire un peu de ce magasin pour comprendre comment il était fait, et puis ensuite en tester les capacités et la solidité. Donc il y a tout un travail technique, évidemment, parce que vous voyez à gauche, par exemple, c'est juste une petite image. Par exemple, si vous passez au calcul, aux normes aujourd'hui de construction du béton armé des Eurocodes, en fait, le magasin ne tient pas debout. Donc on s'est dit... Et la bibliothèque en général. Donc, mais là, comme on changeait un peu l'usage, vous passez d'un magasin à un bâtiment recevant du public, donc vous devez changer les qualifications de chargement des planchers. Et donc, évidemment, on nous dit « Ah non, mais vous ne faites pas rentrer du public, sur ce plancher, ça ne tient pas debout ». Et donc, on a fait, pour essayer de démontrer que ça fonctionnait, on a fait un essai de chargement in situ des planchers pour vérifier que, en fait, en réalité, jusqu'à quelle charge on pouvait le faire. Donc, vous mettez une bâche à eau, vous voyez, à gauche, là, le bœuf, et puis vous chargez avec de l'eau, et vous mesurez la flèche des petites poutrelles en fonte, et vous regardez, et puis on s'est aperçu, en faisant un essai de chargement, que les vieilles structures antiques de Monsieur Labrousse, elles tenaient très très bien le public. Et donc, banco, on y va. Donc ça, c'était une première étape très importante. Et puis après, la deuxième étape, ça a été effectivement de dédensifier les rayonnages, et puis de trouver des solutions pour la stabilité de la structure. Donc là, à nouveau, il y a un travail d'analyse architecturale du fonctionnement spatial et structurel du bâtiment qui est très, très important, parce qu'en fait, ce grand fouillis, on n'y comprend rien quand on rentre. On y comprend strictement comment ça tient debout, il y a du chêne, il y a de l'acier, il y a de la fonte, on comprend. Et donc, il a fallu finalement faire un travail pour décortiquer, démonter le puzzle, un peu comme un mécanicien qui démonterait un moteur de voiture, on met toutes les pièces à plat, puis on essaye de comprendre comment ça marche. Donc c'est un peu les quelques dessins que vous voyez ici, et à la fin, ça nous a permis de remodéliser en 3D tout le magasin. Vous voyez le modèle 3D que vous voyez en haut à gauche, là, où finalement, pour essayer qui nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait structurellement. Et ce qui était assez fascinant, c'est que tout ça tient sur des épingles en fonte, qui sont des petits poteaux cruciformes tous les mètres dans un sens et tous les 3 mètres dans l'autre. Il y a un poteau plus important qui tient la verrière, mais entre ces deux poteaux qui tiennent les verrières, eh bien, on a des petits poteaux cruciformes qui font 4 cm par 4 et qui tiennent les 4 étages de rayonnage, contreventés par des plats métalliques. Mais c'était assez fascinant pour nous de rentrer dans cette espèce d'invention structurelle absolument géniale de Labrousse, tout ça étant en produits manufacturés, c'est-à-dire que toute la structure est fabriquée en usine et puis elle est apportée sur le chantier et elle est montée à sec sur le chantier. Donc c'est la fameuse construction à sec dont vous avez entendu parler. Là, on en a un exemple, 1860, on sait faire ça, quoi. Et donc ce qu'on appelle après, ce qu'on va appeler par la suite magasin autoportant, c'est-à-dire que ce sont les rayonnages qui portent les planchers. Voilà, donc ça nous a aussi envoyé dans un imaginaire du lieu, parce que c'est à la fois une structure merveilleuse, c'est d'une intelligence et d'une économie de matière absolument géniale, c'est un travail sur la lumière sublime, et on s'est dit, finalement, il faut habiter ce lieu. Et on a eu l'idée, du coup, effectivement, de placer des tables de lecture et des espaces de travail dans les rayonnages eux-mêmes, en faisant une opération très simple, en enlevant quelques planches et en se disant, on agrandit, et puis ça fait une jolie table de travail. Donc voilà, et à la fin, finalement, ce modèle, cette restitution du travail 3D, il nous permet aussi de comprendre les étapes du projet. À gauche, on restitue l'état Labrousse, au milieu, l'état Rouge-Spitz. Donc on voit apparaître dans ce modèle, vous voyez apparaître confusément là, les grands poteaux verticaux et des poutres horizontales. Et donc Rouge-Spitz est venu installer depuis le toit ces grandes aiguilles, enfin beaucoup plus grosses évidemment, ces grands H, ces grands profilés qui viennent glisser dans la structure, dans les interstices de la structure de Labrousse. Ensuite, il plaçait une grosse poutre et au-dessus de cette structure, il va donc mettre ces 5 étages de rangement des livres, donc, mais sans finalement toucher. Puis il va densifier les rayonnages. Et nous, l'étape 3, c'est simplement d'enlever certains éléments de Rouge-Spitz, les rayonnages, évidemment de garder ces structures, et de travailler sur une espèce de plafond modelé qui rappelle un peu l'histoire de la manière dont la lumière pénétrait dans ce magasin à l'origine avec ces grandes verrières, donc une espèce de forme ondulée qui est un peu la mémoire de cette verrière qui éclairait les planchers métalliques.
Donc ce qui donne à la fin, voilà, si on finit par ces quelques images, le magasin central qui est redonné dans sa grande axialité. Donc là, je suis dans l'axe, j'ai la salle Labrouste derrière moi, et puis je vois cette grande perspective qui se prolonge. Donc finalement, vous avez la nef de la salle Labrouste et vous avez la nef du magasin central là, qui se prolonge jusqu'au tréfonds du site. Et finalement, c'est le grand axe monumental architectural qui vient déboucher dans cette espèce d'univers de rangement ultra fonctionnel, mais qui est quand même le fond de perspective de ce dessin de Labrouste. Ce qui est intéressant, en fait, on s'étend sur le magasin Labrouste parce que c'est vrai qu'à lui tout seul, il concentre à peu près tout le travail qu'on a cherché à faire sur l'ensemble du quadrilatère. C'est-à-dire qu'utiliser les thèmes de remise en sécurité, de remise aux normes, de programmes, etc., pour travailler, pour faire un projet architectural. Et donc là, tout bêtement, donc je reparle des caillebotis, les caillebotis, par exemple, qu'on a posé, les caillebotis aluminium qu'on a posés sur les caillebotis en fonte, après la brouste, tout avait été recouvert de planches et de tôles, parce que c'est pas pratique à cause des roulettes des chariots. Bon, voilà. Donc ça, ces choses-là, nous, on a utilisé les discussions avec les pompiers. Ils ont finalement accepté. Ils ont accepté que. L'une des raisons qui fait qu'ils ont accepté que le public rentre, c'est que 50% de la surface de la salle permettait à la fumée de monter uniformément. Et donc on a dit, mais oui, mais voyez, regardez la BNF, on ne peut pas remettre de tôle métallique au sol, il faut mettre des caillebotis, il faut que l'air passe. Donc, donc on utilise ces discussions avec les pompiers aussi pour faire passer des choses qui continuent à mettre en valeur l'architecture et qui travaillent en fait avec cette architecture d'origine. Quand on voit par exemple les petits filets inox qu'on met sur les garde-corps, on a vraiment travaillé toujours avec là on le voit aussi là, les petits filets inox, on va les retrouver dans la salle Ovale, on va les retrouver dans la salle Barthélemy, on va les retrouver dans les magasins Colbert. À chaque fois, on réutilise en fait les mêmes outils. Pareil pour les caillebotis. Donc c'est vrai que quand on se promène dans toutes ces pièces, quand on a la chance de pouvoir toutes les traverser, parce que maintenant c'est compliqué, on est finalement toujours dans le même projet, avec cette même façon de faire les choses, de regarder ce qu'on peut tirer à la fois de l'histoire et des contraintes, des normes, de la sécurité, etc. Et en faire des atouts, en fait, plutôt que des contraintes. Voilà, merci pour votre attention. Excusez-nous, c'était peut-être un peu long, mais voilà, on était embarqués dans notre univers bien complexe. Ça marche. Si ça marche, merci infiniment Bruno et Virginie pour cette odyssée dans votre projet dont on perçoit la complexité et l'intensité et on voit la patience et l'obstination qu'il faut pour mener à bien un tel projet. On voit aussi les différents types de compétences, je dirais, qui sont mobilisées dans un tel projet, compétences et savoir-faire et outils de l'historien, de l'archéologue, du géographe. Vous avez parlé de ce site comme une grande géographie, une topographie qu'il faut cartographier, qu'il faut décrire. Vous avez parlé de ce site comme un morceau de ville aussi, comme presque un projet urbain. Enfin, on voit qu'un site pareil met à l'épreuve les compétences, les savoir-faire et les outils, la boîte à outils de l'architecte. Et ça m'a frappé dans ce... et ça va des savoir-faire de l'ingénieur, de l'historien des techniques. Et donc, c'est impossible d'intervenir dans un site pareil sans s'entourer d'outils pour prendre conscience à la fois de l'historicité d'un tel lieu et aussi de sa complexité spatiale, structurelle et topographique. Donc j'avais envie peut-être de vous questionner sur
cette boîte à outils que vous avez dû et su rassembler pour appréhender ce site et des outils qui sont pas seulement ceux de l'architecte. Oui, il faut peut-être juste... j'aime bien cette manière dont tu résumes effectivement, c'est un peu cette manière d'aborder le sujet. C'est vrai que peut-être il faut aussi préciser que quand on a abordé ce sujet, on n'avait jamais fait évidemment ni d'un projet de cette importance, ni de cette complexité, ni, je dirais, on n'était absolument pas étiqueté ni architecte du patrimoine, ni particulièrement compétent dans le domaine de la restructuration de bâtiments anciens. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui était moins d'actualité qu'il ne l'est aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que maintenant, on a affaire je pense, à énormément de projets qui sont des projets de restructuration. Donc face à cette question nouvelle, je veux dire par là, si on s'adresse particulièrement à des étudiants, je pense qu'il faut, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une forme d'esprit ouverte à ce qu'on a en face de soi. Et en fait, ce qu'on a en face de soi sollicite finalement des manières d'appréhender les questions. Et évidemment, c'est toute la richesse, je pense, de ce métier. C'est qu'en face de chaque situation, finalement, on a soi-même à apprendre, à se construire face à cette situation. Je veux dire par là qu'on n'était pas particulièrement compétent en matière peut-être de rénovation patrimoniale, et peut-être qu'on n'avait pas tous les outils au départ, mais on les a construits en face de la question. Et en regardant l'objet auquel on avait affaire, si on le regarde attentivement, avec affection, avec envie, avec détermination, je pense que ces outils aussi, il faut se les construire au fil du temps. Et je pense qu'au fil, je veux dire par là que chaque projet, il nécessite cette attention, ces outils. Alors c'est vrai que ces outils, maintenant qu'on sait les fabriquer, si on recommence sur un projet même plus petit, ils nous serviront. Mais en même temps, je veux dire, chaque réhabilitation pose des questions différentes. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, effectivement, et cette capacité de se fabriquer ces outils. Il faut savoir aussi s'entourer de personnes compétentes, et ça me paraît extrêmement important. Faire équipe, faire partager évidemment ses ambitions à une équipe, c'est aussi évidemment un des rôles très importants de l'architecte. Et tu le disais en introduction, entre le moment où nous on est arrivé et le moment où on a livré ce projet, il n'y a pas une seule personne qui était de A jusqu'à Z responsable, que ce soit le président de la BNF avait changé, la directrice des collections, le directeur de l'OPIC avait changé, les directrices, les chefs de projet, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas changé. Donc l'architecte, c'est aussi le garant, je dirais, de la continuité du service public, j'allais dire, ou de l'intérêt public. Donc il faut être aussi très conscient de la charge qu'on a, effectivement, d'être évidemment les seules personnes qui peuvent transmettre finalement quelque part ce savoir, cette unité, cette continuité vis-à-vis de tous les interlocuteurs qui ont affaire sur ce projet. Alors, il y a sans doute des questions dans la salle, des réactions. Oui. Vous avez été combien à peu près dans ce projet de réhabilitation ? Combien de groupes ont travaillé sur ce projet ? À peu près combien de personnes ? Combien de personnes à l'atelier ? Ouais. C'est variable. Alors, selon les phases, c'était variable évidemment, mais on peut dire que quand on a démarré le schéma directeur, par exemple, on était 5 et on était sur site. En fait, on s'est déplacé sur site pour aller faire des relevés, pour aller soulever les faux plafonds, pour aller partout. Voilà. Donc là, on était 5 ou 6. Après, il y a des moments, on était 15 ultra charrettes, parce que on vous a montré quelques outils qu'on a fabriqués on a essayé de trouver une méthode pour arriver à aborder ce sujet qui était très compliqué. Mais il y en a bien d'autres qu'on a aussi développés, parce que quand vous voyez, tout à l'heure, je montrais une petite carte, la petite carte des locaux patrimoniaux, et tous les locaux en rose qu'on avait repérés comme étant des locaux d'intérêt patrimonial, même s'ils n'étaient pas classés, inscrits, rien du tout. Eh bien, pour faire l'appel d'offres concrètement, pour faire l'appel d'offres d'un projet comme celui-ci, comment
comment décrire les travaux qu'il y a à faire à une entreprise. Dans une pièce en particulier, parce que souvent on fait ça, c'est un peu global, on parle en général. Là, il fallait qu'on fasse des zooms sur chacune des pièces. Et donc là aussi, on a développé des outils, ce qu'on a appelé les plans, comment on appelait ça ? Bref, des plans énormes. On a fait des typologies d'intervention, on a listé les typologies d'intervention par lot, par ordre, et ensuite c'est reparti avec les ingénieurs pour les descriptions dans les docs écrits. Donc voilà, donc il y a des moments où on a été extrêmement nombreux. On avait arrêté de fumer, on a tous recommencé la clope. C'était vraiment une prise de tête absolument hallucinante, mais ça a marché parce que sur le chantier, c'est vrai que c'est un chantier qui était compliqué pour nous, pour les entreprises, mais s'il y a un truc qui a bien marché, c'était le travail qu'on a fait sur ces documents particuliers pour les locaux patrimoniaux, parce que là au moins c'était très très précis. Tout le reste, parce que dans la réhabilitation il y a toujours des surprises, et ben dans ces locaux-là, Dieu sait si c'était compliqué, il n'y a quasiment pas de surprises. Par contre, partout il y a eu des surprises. Et voilà, donc c'est vrai que voilà, on était pour répondre à votre question, il a fallu parfois qu'on soit extrêmement nombreux. Et sur le chantier, il y a eu en phase 1, parce qu'il y avait 2 phases, en phase 1, il y a eu 3, 4 ou 5 personnes, voilà, pendant 5 ans. Et puis en phase 2, là, on a pris 2 chefs de projet qui se sont mis chacun sur une partie du bâtiment. Et après, ils avaient chacun une personne qui les aidait. Donc c'était 3 à 4 personnes pendant 5 ans. C'était que vous deux, ou il y a plusieurs architectes qui ont travaillé sur ce projet? Disons que nous, on sait... Tous les gens qui travaillent à l'agence sont des architectes diplômés. Voilà. Donc quand il y a 7 personnes qui travaillent sur le projet, ce sont 7 architectes diplômés qui travaillent sur le projet. Peut-être qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des ACMH qui ont, à l'intérieur de ce grand projet, se sont occupés des pièces principales, disons, patrimoniales, en fait, comme la salle Labrousse, la salle Oval. Voilà, les salles classées, c'était la salle Labrousse. Donc là, il y a eu Jean-François Lagneau qui est venu pour faire la restauration. Donc nous, là, dans ces espaces-là, on s'est occupé de tout ce qui était caché, toute la technique, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de la technique, mais c'est un projet ultra technique. Donc Jean-François Lagneau, il s'est occupé de la restauration des décors. Voilà. Vous avez Michel Trubert aussi, architecte des monuments historiques, qui s'est occupé de la galerie Mansart, de la galerie Mazarin, de la chambre de Mazarin. Voilà. Donc il y a eu des chantiers dans le chantier. Mais ça s'est toujours très, très, très bien passé. Et puis, quelquefois même, par exemple, la salle Ovale, qui est une salle qui était inscrite, donc qui est sous maîtrise d'œuvre Godin, quand on a fait le projet, on a été chercher Jean-François Lagneau, qui avait fait justement sa description patrimoniale en 2006 ou 2007, où on lui a demandé s'il pouvait s'en occuper, parce qu'on ne pouvait pas s'occuper des décors, on n'avait pas le temps, quoi. Donc on s'est entrecroisés entre nous, et ça s'est vraiment très bien. Il n'y a jamais eu de conflit, comme ça peut arriver, si j'ai bien compris, sur d'autres projets. Mais il y avait plusieurs architectes, oui. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète et néanmoins comprimée dans le temps. Je pense que ça aurait pu prendre encore plus de temps. Moi, ma question portait un peu sur l'interaction avec la maîtrise d'ouvrage, enfin la maîtrise d'ouvrage déléguée, l'OPIC. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive d'une mission que vous avez expliqué, simplement une mission de mise aux normes, à faire passer différents éléments de refonte programmatique jusqu'à arriver à un projet très ambitieux de restructuration qui, j'imagine, impliquait un dépassement du budget initial assez important. Et voilà, donc je voulais savoir un peu comment s'était passée l'interaction avec cette maîtrise d'ouvrage, y compris sur le volet financier, et voilà. Et en lien avec cette question, sur le rapport entre études et travaux, je sais qu'il y a eu 2 phases principales de travaux, mais est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites en premier, qui ont été faites par la suite, etc. Ouais. Comment s'est phasé ce projet et ces modifications de la mission initiale? Alors, je crois qu'on a bénéficié effectivement d'un contexte quand même très favorable, dans le sens où il y a la maîtrise d'ouvrage déléguée qu'on a appelée tout à l'heure, là, qui est l'OPIC, l'opérateur des projets immobiliers de l'État pour la culture, qui sont des gens quand même très rodés sur le sujet des interventions patrimoniales et qui ont réussi
finalement à faire passer, à accompagner la BNF, nous, et ont adhéré totalement à l'idée qu'il fallait faire de cette porte d'entrée qui était la mise en sécurité, le pied qu'on met dans la porte pour ouvrir et puis ensuite l'ouvrir plus grand. Ce qui veut dire que techniquement, vis-à-vis des marchés publics et des règles juridiques, c'était compliqué pour eux, puisqu'ils nous ont passé 11 avenants à notre marché initial. 11 avenants, ce qui évidemment, si vous passez ça à la Cour des comptes, c'est quand même compliqué. Mais je dirais que c'est d'un point de vue de la légalité de la chose, évidemment, on est à borderline. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comment il s'appelait le directeur de l'EMOC, là, Jean-Claude Dumont, personne extrêmement importante, savait très bien que si on attend d'avoir tous les budgets et l'ensemble de l'accord de tout le monde pour lancer un projet de cette importance, on n'y arrive pas. Donc la seule manière de rentrer dans le sujet, c'est d'avoir une entrée très technique dans laquelle effectivement Bercy peut donner son accord parce qu'effectivement il y a des questions de sécurité, de fonctionnalité minimum. Mais une fois la porte ouverte, ils savaient très bien que c'est la seule manière ensuite de pouvoir... Donc je dirais que c'est un peu des experts dans la manière d'arriver à conduire les augmentations de... Par exemple, c'est vrai que notre contrat initial, il n'y a pas le clos couvert. Donc le premier avenant a été de passer le clos couvert, la rénovation du clos couvert du bâtiment. Il n'y avait pas la salle ovale, par exemple, dans le projet. Il n'y avait pas la galerie Mansart, il n'y avait pas la galerie Mazarin, il n'y avait pas le jardin. Vous voyez, donc toute une série de choses qui se sont agrégées au fil du temps, mais bon, qui sont devenues de plus en plus légitimes au fur et à mesure que la BNF elle-même, finalement, élargissait son projet culturel et finalement élargissait ses ambitions d'ouvrir à un public beaucoup plus large. Donc il y a effectivement une maîtrise, mais on ne peut faire... Si la maîtrise d'ouvrage avait été conduite par la BNF, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé, parce qu'en fait, ils n'avaient pas la compétence technique et juridique, je pense, pour mener un projet aussi complexe et aussi rusé aussi du point de vue de son montage. Il faut être très rusé pour arriver à trouver dans le labyrinthe juridique la faille pour arriver à mener des opérations aussi évolutives dans le temps. Et puis, il y a aussi, vous parliez de dépassement de budget. En fait, donc j'ai fait un calcul parce que je me suis demandé quand même combien coûtait cette opération. Parce que bon, à force, on finit par plus le savoir. Mais après, il y a les avenants, il y a les devis des entreprises, il y a les ordres de service, etc. Donc, OK. Donc, j'ai fait un calcul. Donc, aujourd'hui, dans la mission Godin qui est la nôtre, hors mission ACMH de rénovation des galeries Mansart, etc., aujourd'hui, en fait, on est au mètre carré. On est à 2043 € hors taxe. Voilà. Donc ça dit qu'on a peut-être dépassé le budget initial, mais on est quand même resté dans un budget extrêmement raisonnable. Alors ça a peut-être un petit peu augmenté parce qu'il y a des entreprises qui vont faire des mots en réclamation, etc. Mais voilà, on est quand même dans un... Ce qui peut aussi expliquer le temps que ça a pris, parce que les entreprises qui ont répondu, les grosses œuvres, la clim, l'électricité, ils n'ont pas répondu avec un budget de bâtiment patrimonial. Ils ont répondu avec un budget, on va dire classique. Ce n'était pas un bâtiment classé. Quand c'est un bâtiment classé, il y a des budgets spécifiques classés qui n'ont rien à voir avec les budgets qui sont les nôtres. Voilà. Donc ils ont répondu à des prix finalement assez raisonnables. Et puis les travaux avançant et avec les découvertes les unes derrière les autres, il s'est avéré qu'en fait ça s'est complexifié et que du coup ça met plus de temps parce que les entreprises réclament de l'argent, parce qu'ils disent que c'est pas prévu à leur marché. Enfin, on connaît la chanson. C'est pas faux d'ailleurs, hein. Mais à la fin, aujourd'hui, on est à 2043 hors taxe, enfin euros hors taxe du mètre carré. Merci. C'est intéressant ce que Bruno, tu disais sur la maîtrise d'ouvrage. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire presque que le projet architectural, la stratégie architecturale que vous avez construite, finalement, a déterminé en partie le programme de ce quadrilatère, qui ne préexistait pas complètement à l'opération, en tout cas dans le mandat qui vous avait été donné au départ. En fait, quand on dit qu'il n'y avait pas la salle ovale, il n'y avait pas le musée. Il n'y avait pas le musée.
Voilà, c'est sûr que les espaces d'accueil du public, ils n'ont jamais imaginé qu'on allait casser l'escalier. Donc en cassant l'escalier, d'un seul coup, en fait, le projet a pris une ampleur beaucoup, beaucoup plus importante. Ils voulaient ouvrir au public plus largement, et puis ils voulaient mieux accueillir les chercheurs, et puis évidemment les services internes qui devaient travailler dans des bureaux et pas dans des couloirs, parmi les bouquins. Mais ils n'ont jamais imaginé un projet comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on va les voir là-bas, alors c'est vrai qu'il y a du monde, hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent les chercheurs, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. Et les gens de l'ABN n'arrêtent pas de nous dire merci. Parce que ça dépasse toutes leurs espérances. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux. Nous, on a fait notre travail le mieux qu'on a pu. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas. Nous-mêmes, on est surpris. Voilà, mais c'est grâce à l'OPIC, en fait, le projet il a accompagné l'ABN dans toutes les directions qu'a pris le projet, à partir du moment où c'était cohérent. Il me semblait qu'il y avait une question par là. Peut-être la personne est partie. Stratégie particulièrement... Ah, d'accord. C'est-à-dire, pour l'instant, ça a été comme un peu dans une sorte de rêve, que ça apparaissait comme très consensuel, tout ce qui s'est fait, les transformations du projet avec sa stratification, y compris la question très juste posée de l'évolution des missions, etc. Et quand même, cette histoire de l'escalier a été quand même cristallisée. Peut-être d'ailleurs, il y avait d'autres revendications derrière, d'habituer de l'ABN au travers de cela, mais a été quand même quelque chose, puisque la presse s'est saisie de cette question-là, et ça a provoqué des prises de position assez divergentes en la manière. Donc est-ce qu'il y a aussi une sorte de face un peu cachée, enfin, que je veux dire, que vous ne nous avez pas dites, mais les sortes de tensions qui ont pu se poser au travers, notamment, ou cristalliser autour d'escaliers et d'autres aspects? En fait, dans le projet, il y a trois étapes importantes. La première, c'est qu'en fait, il faut vous dire que en fait, ce projet, on l'a gagné sur une note d'intention et non pas sur un dessin d'architecture. Donc c'est très particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce concours ne serait pas du tout lancé sous cette forme. D'ailleurs, les concours qui sont lancés aujourd'hui, on peut le regretter, sur des projets patrimoniaux, si vous voulez, sont des concours dans lesquels on demande de faire des projets à grands frais, avec plusieurs étapes d'un concours extrêmement compliqué qui peut durer 1 an ou 2 ans. Et à la fin de ce concours, on estime que finalement, on choisit un lauréat qui a déjà fait le projet, qui a fini. Avant d'avoir construit, il a fini. Et on peut dire qu'après, il s'agit de l'exécuter, peut-être au mauvais sens du terme. Et la procédure là, qui avait été employée, je ne sais pas si aujourd'hui elle sera encore possible, c'est finalement une note d'intention. Donc on nous a donné finalement une caisse de quand même très importante d'études, de 10 ans d'études. On a remis une note d'intention de 12 pages. Et puis ensuite, on est allé à un oral, qui n'existe plus aussi dans beaucoup de procédures de concours. Et en fait, la première étape, si vous voulez, c'est que quand on a été choisi pour ce concours, ça a été finalement de faire un schéma directeur et un diagnostic. Et donc un schéma directeur de se projeter. Et en fait, cette étape-là est très importante parce que c'est ce qui a permis de fédérer finalement l'architecte, les ingénieurs, la BNF et le maître d'ouvrage autour d'un projet. C'est-à-dire finalement, quelle est notre ambition pour ce projet? On a essayé de poser les termes de l'ambition du projet, avec quelques éléments importants, la distribution qui nous paraissait fondamentale, faire moins de rayonnage sur ce site, donc moins entreposer d'ouvrages, créer de l'air, faire moins de mètres carrés de plancher, donc le permis qui arrive. Donc cette première étape, elle permet de fédérer tout le monde et donc de fabriquer une solidarité très forte entre la BNF, qui est quand même un établissement public majeur, qui est quand même très puissant, évidemment, au ministère de l'Agriculture, et l'OPIC. Et à l'issue de cette première étape, finalement, c'est le dépôt du permis de construire. Et là, on est tous ensemble face à une épreuve quand même extrêmement rude, qui est face à la Commission nationale supérieure des monuments historiques. Va-t-on réussir à finalement faire partager et imposer cette vision, enfin imposer, en tout cas faire partager plutôt cette vision. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, mais parce qu'on était, je pense, assez solidaires et assez convaincus tous ensemble du bien fondé des grandes dispositions générales du projet et de l'ambition générale du projet.
Et après, l'épreuve a été que politiquement, ce projet n'était pas soutenu en réalité. Et donc, le ministre n'a pas voulu signer le permis de construire et a demandé qu'on refasse le projet. Bien que la commission l'ait accordé, sous la pression de quelques associations ou de quelques chercheurs réputés, effectivement, notamment autour de l'architecture du 19e siècle, qui pensaient et qui ont écrit qu'on était des vandales et que, attention, massacre monumentaire. En plus, comme l'escalier était à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, on a créé un précédent qui est de dire on peut revenir en arrière sur le classement d'un bâtiment. Et là, donc, évidemment, on peut comprendre l'inquiétude, on peut la comprendre. Après, bon, nous, on a opposé des arguments qui étaient des arguments pour nous objectifs, je dirais, par rapport à la question qui nous était posée. Donc, on n'a jamais parlé d'esthétique de cet escalier. On a parlé de questions plutôt on les a posées de manière assez rationnelle, grâce à ce travail d'analyse historique, de la cartographie, si vous voulez. On a fait, là on n'a pas montré, mais on a fait un travail aussi d'analyse historique de la création de cet escalier, de ces différentes étapes historiques pour montrer qu'est-ce qu'il avait effectivement qu'est-ce qui avait présidé à sa forme actuelle et montrer que finalement il n'était pas une pièce essentielle et majeure du dispositif. Au contraire, c'était quelque chose qui était plutôt une forme un peu d'impasse de l'histoire de ce site. Donc effectivement, en tout cas, la première étape, c'est fabriquer de la solidarité autour du projet et de la concordance sur le rapport entre vision architecturale, vision politique et vision, je dirais, culturelle autour du projet. Et puis ensuite, aller unis face, je dirais, aux différentes autorités. Alors, je dis permis de construire, les autorités de classement des bâtiments, mais je dirais aussi vis-à-vis des pompiers. Parce que là, il a fallu quand même être très solide vis-à-vis de la préfecture de police pour arriver à négocier pendant un an de discussion. C'est un an de discussion avec la préfecture de police pour la mise en sécurité du site, puisqu'il y a également un permis de construire autorisé avec 11 dérogations majeures sur le site, notamment sur des questions de compartimentage, d'incendie, etc., etc. Donc, arriver solidaire. Et puis, une fois cette étape franchie, faire adhérer les politiques au projet, ce qui va prendre au moins un an ou un an et demi, puisque 2 ministres successifs ont refusé de signer dans un premier temps, puis ensuite l'ont accordé. Et puis enfin, la troisième étape, c'est, je dirais, on a coupé ensuite le projet en deux, et on a 2 développements de projets qui sont les avant-projets détaillés d'une première phase et les chantiers d'une première phase et d'une deuxième phase. Donc après, la phase chantier qui, là, demande à nouveau beaucoup de solidarité, parce que 50 chantiers, c'est difficile, les entreprises contestent. Dans le premier chantier, on a eu pendant le chantier un expert judiciaire qui a été nommé pendant la première phase du chantier pour contester toutes les décisions qu'on avait prises, et qui a fait, l'entreprise a fait un mémoire en réclamation pendant le chantier, ce qui est assez rare parce qu'en général ça se fait après le chantier, où il a réclamé le montant de son marché qui était 14 millions d'euros. Il a demandé une réclamation de 14 millions d'euros pendant le chantier. 14 millions, et il était entendu par l'expert, c'est-à-dire l'expert considérait qu'ils n'avaient pas totalement tort. Donc là, à nouveau, il faut une grosse solidarité entre la BNF, l'OPIC, le maître d'ouvrage et nous pour faire face à quand même un vent extrêmement périlleux, d'une fronde des entreprises à nouveau extrêmement périlleuse. Mais bon, je dirais que c'est la solidarité et l'idée qu'on poursuit une vision ensemble qui a une cohérence et une légitimité qui a permis que le projet se développe malgré toutes ces difficultés qu'on a passées là dans cette présentation, parce que l'histoire aurait peut-être été un peu trop longue. Il aurait fallu monter les 250 dessins d'escalier, les 350 maquettes, et peut-être qu'on n'avait pas le temps ce soir. Cette histoire de l'escalier est intéressante. C'est aussi un peu effectivement l'arbre qui cache la forêt de plein d'autres décisions et d'interventions que vous avez faites. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce d'objectivité ou de rationalité ou de neutralité axiologique que vous avez adoptée face aux différentes composantes de ce bâtiment. Et donc dans le cas de cet escalier, ça aboutit au choix de le déconstruire. Et dans d'autres cas, ça aboutit au choix de revaloriser certaines parties qui étaient assez peu considérées. Et je dirais toute la partie Rouge-Pitz, je trouve que vous y portez une attention tout à fait
précise, avec une grande acuité, et montrer la valeur de cette strate qui était, à mon avis, assez peu considérée par les autres partenaires d'un tel projet. Et pourtant, c'est un architecte qui a été un des rares à avoir une vision complètement globale du fonctionnement de la bibliothèque pour la transformer en une espèce d'énorme machine de lecture dans les années 30. J'ai feuilleté ce numéro de l'architecture d'aujourd'hui sur les bibliothèques avec c'est incroyable, la vision qu'il a eue à ce moment-là, et ces grands dessins, ces grands calques qu'on dépliait dans la revue pour voir le avant-après. Enfin, c'est un projet assez extraordinaire qui est un peu caché par disons, la figure de la Brouste, qui est effectivement dans tous les manuels, etc., qui est un moment magistral de l'histoire de l'architecture. Mais voilà, vous avez porté un regard aussi précis et pointu sur toutes les autres strates. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver avec trop de vision, avec une vision trop dogmatique et idéologique en fait sur l'histoire de l'architecture, parce que sinon effectivement on peut très vite faire un faux pas et en tout cas négliger peut-être les atouts évidemment que porte chaque strate. Chaque strate a ses qualités, il faut les trouver et comment jouer avec, quoi. Est-ce qu'on prend une dernière question? Laetitia? Bonsoir, merci pour cette très belle présentation. Je suis très émerveillée. Mais j'ai une question petite. La question PMR, est-ce que vous avez peut-être... vous avez certainement dû faire un agenda. Est-ce que ça a été échelonné ou bien tout a été résolu avec un projet unitaire, ou je veux dire à niveau de phasage, par exemple, est-ce que vous avez envisagé des passages successifs pour d'autres genres d'accès, des rampes, ou c'est juste les ascenseurs qui résout tous les niveaux, toutes les questions de niveau et d'accès? Merci. En fait, la mise en sécurité du site, c'était aussi la mise en accessibilité. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on avait 72 niveaux de plancher, il y en a à peu près 22 aujourd'hui, c'est aussi pour cette question-là. Les PMR et puis les chariots, il faut que ça roule et puis il faut que ça puisse franchir les niveaux. En fait, quand on est à un niveau, on tourne tout autour. Quand on passe d'un niveau à l'autre, il y a des ascenseurs. Je veux dire, on a résolu en fait à peu près 95% des questions PMR sur l'ensemble du site, y compris dans les sous-sols. Ça faisait partie du projet. Et on a eu une commission handicapée qui a regardé tout ça avec une loupe. Et on a fait 2-3 demandes de dérogation parce qu'on avait des rampes qui étaient à un peu plus de % que prévu. Et puis voilà. Mais tous les sujets PMR ont été traités. Dans le cadre du dépôt du permis de construire. Hein. Oui, dans le cadre du dépôt du permis de construire. Et on les a, et c'est ce qu'on a réalisé. Bon, il est très tard, peut-être qu'on va libérer nos conférenciers, on les remercie encore. J'ai oublié de dire que le projet en question a été lauréat, un des 10 lauréats du prix de la revue DA 2022, voilà, donc qui a été salué par le jury. Merci Virginie et Bruno, et bonne soirée à tous et à toutes. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence.